Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto, donc sur l'épisode 77, qui est toujours dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière. On retrouve toujours Boruto et ses amis qui sont en train d'affronter le serpent géant Garaga pour récupérer son écaille inversé. Et on voit bien qu'il galère plutôt pas mal à affronter le reptile. Au cours de cet affrontement, on apprend que Garaga ne supporte pas qu'on lui touche l'écaille, parce qu'apparemment ce serait le point faible des serpents comme lui, qui ont un tempérament assez difficile et orageux, puisque dès qu'on leur arrache cette écaille, apparemment il changerait de comportement totalement, puisqu'il deviendrait plus docile et plus doux, de parfaits petits toutous. Et ce qui a un lien en fait avec ce qu'on apprend également par la suite, c'est que Garaga ne supporte pas et déteste les humains. Donc on comprend très bien qu'il doit avoir un passif assez difficile avec les humains. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a été trahi par un humain? Est-ce qu'il a été maltraité? Est-ce qu'il a été blessé par un ou des humains? Est-ce qu'il a été l'esclave d'un ou des humains? On ne sait pas, mais on n'a pas à attendre très longtemps puisqu'on a la réponse un peu plus tard dans l'épisode, mais on en parlera après. Avant d'avoir la réponse à notre question, on se retrouve à Konoha au sein de l'hôpital où sont hospitalisées les victimes de Mitsuki. On se rappelle la semaine dernière, on savait qu'il y avait un traître au sein de Konoha, mais on ne savait pas qui. Même si on l'avait vite deviné avec le comportement de Yurito qui était plus que suspect puisque celui-ci traînait dans l'hôpital parce qu'il devait avoir la charge de surveiller les victimes de Mitsuki, mais en plus il va voler une seringue avec un produit, on ne sait pas réellement ce qui est ce produit, mais on sent bien qu'il va pas faire des trucs très jolis avec. Et donc là on se retrouve donc dans cet hôpital avec la suite des événements et c'est grâce à Sakura qu'ils vont réussir grâce à Sakura entre guillemets, qu'ils vont réussir à piéger Yurito. Encore une fois, je mets une grosse parenthèse juste avant de continuer. C'était logique que ce soit Yurito le traite, puisque voilà, forcément, quand on a des personnages secondaires qui sont mis en avant d'un seul coup dans un épisode, forcément c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Et là, c'était logique que ce soit Yurito. Encore une fois, je suis déçue du manque de suspense dans cet épisode. Enfin, dans cet arc, on va dire. Bref, donc, grâce à Sakura qui va bien exécuter le plan de Shikamaru, ils vont réussir à piéger Yurito. Celui-ci va s'enfuir et va tomber sur la team d'Iwabe. Et donc d'Iwabe et de leur sensei Udon. Et là, c'est un moment que j'ai vraiment apprécié au sein de cet épisode, c'est parce que pour une fois, on a une réelle mise en valeur de ces personnages et là, c'était vraiment cool. Quand Yurito va tomber sur l'équipe de Udon, il va tenter de mentir en leur disant comme quoi qu'un ennemi est en train d'attaquer l'hôpital et que lui, on l'a envoyé pour trouver des secours, tout simplement. Sauf que Udon ne va pas se laisser avoir par un mensonge aussi grossier puisque normalement, Yurito était censé surveiller la chambre et donc techniquement, ça aurait dû être lui qui aurait dû être les premiers secours, tout simplement. Et face au mur, Yurito va s'attaquer à Denki, l'élément le plus faible de la troupe, quoi, en gros. Sauf que là, j'ai trouvé ça très intéressant, puisque on voit que Denki, malgré le fait que, en soi, ce soit pas une merde, mais presque, il va réussir à s'en sortir par ses propres moyens, en utilisant des accessoires ninja. Et là, honnêtement, je pense que ce serait intéressant si nous développerait le personnage de Denki par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas de technique pour lui, il n'a pas de compétences particulières pour lui, donc franchement, c'est pas un personnage qui est 100% vendeur, quoi. Même dans son tempérament, on voit bien que c'est pas un personnage qui sera là pour être en haut de l'affiche, quoi. Mais ce serait intéressant qu'il nous fasse un développement comme ça, comme Tenten à l'époque avec son invocation d'armes, parce qu'elle, au final, elle avait quand même un bagou, quoi. Elle avait des bagages et elle était intéressante comme personnage. Mais honnêtement, j'ai peu d'espoir dans ce développement de Denki, parce que pour moi, ils vont tout simplement s'en servir pour personnage de remplissage dans les hors-séries ou dans les épisodes, mais vraiment un personnage plus que secondaire, ça peut être tertiaire ou encore pire, quoi. Vraiment juste là pour meubler et c'est vraiment dommage. Udon va se rendre compte que Yurito est sous l'emprise d'un genjutsu. Il va rompre donc le sortilège. Sauf qu'il ne va pas avoir réellement le temps de l'interroger puisque une araignée blanche va arriver sur l'épaule de Yurito et va le faire exploser. Donc voilà, il n'y a plus aucune trace de Yurito. Mais maintenant, moi, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à cette créature toute blanche qui, encore une fois, me rappelle énormément les créatures que créait Deidara avec ses mains à l'époque. Donc maintenant, est-ce que le ninja qui crée ces créatures a un lien de parenté avec Deidara ou est-ce que c'est une technique qui s'apparente à celle de Deidara? Honnêtement, dans tous les cas, je serais déçue s'ils nous font un lien par rapport à Deidara parce que, encore une fois, on serait face au fait que ils vont encore nous créer soit des membres en lien avec les antagonistes de Naruto ou alors encore pire, ils vont nous créer une famille
avec les antagonistes de Naruto, et là honnêtement on est encore dans du recyclage. On a vraiment l'impression, si c'est ça, qu'ils ne sont pas capables de créer des antagonistes qui auront des bagages, qui auront une classe, qui pourront vraiment nous faire transpirer quoi, qui vont nous faire rêver, et ça ce serait vraiment dommage parce que ça voudrait dire que Boruto n'a réellement aucun avenir si ils partent encore là-dedans. Honnêtement, parce que faire du recyclage sur presque 80 épisodes par rapport aux antagonistes, avec les antagonistes de Naruto, honnêtement, au bout d'un moment, faut se réveiller quoi. Parce que les seuls moments où on a eu des antagonistes intéressants, c'était tout simplement au moment où Kishimoto était aux commandes du scénario. Par rapport à l'étape du film, avec le clan Otsutsuki, par rapport, par exemple, au moment où c'était Sarada qui était mise en avant avec le clan Uchiwa. Enfin voilà, là c'était intéressant, mais parce que c'était Kishimoto qui était aux commandes tout simplement. Mais là, honnêtement, tous les autres antagonistes qu'on a pu croiser au sein de la série Boruto depuis le début, c'est à chaque fois en lien avec un antagoniste de la série Naruto. Et c'est vraiment dommage parce que, comme je vous l'ai dit, c'est du recyclage. Et donc, il y a en soi aucun flow par rapport aux antagonistes de Boruto. Ils sont là, ils viennent pendant 3-4 épisodes et après on les oublie parce que y a rien qui s'en dégage et c'est du déjà vu et c'est vraiment dommage. Pour conclure par rapport à cette partie avec l'équipe de Udon, j'aimerais dire que Udon dans cet épisode a eu énormément de flow. Il avait la classe, il avait une prestance, c'était très intéressant et j'espère pouvoir le retrouver comme ça dans les épisodes prochains parce que honnêtement, il y a un bagage intéressant par rapport à ce personnage qui n'était pas spécialement mis en avant à l'époque de Naruto et au début de Boruto. Donc honnêtement, je pense que si il font un bon développement, il pourrait être très intéressant dans les suites de Boruto. Après avoir vu Yorito exploser à cause de cette araignée blanche, on a le droit à un focus sur ces 3 antagonistes qui me laissent assez perplexe quoi, parce que bon, autant les 2 mecs, voilà, il y a quelque chose, on est un petit peu toujours dans l'esprit Naruto, autant la fille Lolita, je vois pas du tout comment est-ce qu'ils ont pu nous pondre un design comme ça avec l'esprit Naruto, Boruto. Honnêtement, je comprends pas. On est dans un monde Lolita. Là on a l'impression d'avoir un antagoniste qui sort d'un manga d'heroic fantasy, de fantasy ou je sais pas quoi. Et honnêtement, moi, ça me saoule quoi. Parce qu'au final, et à chaque fois, ça c'est les nanas. Il n'y a aucune nana là, à l'heure actuelle dans les antagonistes qui avait réellement un background intéressant. Et un design aussi intéressant. Parce que là, honnêtement, à chaque fois, on a le droit à une nana qui va être un cliché des antagonistes qu'on va pouvoir trouver dans n'importe quel shoujo ou je sais pas quoi. La semaine dernière, avec les épisodes, avec les 3 serpents là, on avait le droit aux antagonistes de Sailor Moon. Là, on a l'impression qu'on a une gothique Lolita qui va nous sortir quelque chose avec son ombrelle. Honnêtement, je suis déçue par rapport au développement féminin des antagonistes. Parce qu'on n'a pas quelque chose qui s'apparente à du Naruto. Pour moi, après c'est mon avis personnel encore une fois, mais pour moi, on est très loin de l'esprit Naruto-Boruto. Concrètement, j'ai l'impression qu'ils essayent de prendre une tournure. Et en plus, c'est qu'avec les personnages féminins, donc ça m'énerve encore plus. Parce qu'au final, tout ça parce que c'est une femme, soit ça va être une nana avec des gros nichons, soit ça va être une Lolita. Honnêtement, il n'y a aucun juste milieu et c'est vraiment dommage. Il y a un manque de développement par rapport aux personnages, aux antagonistes dans un premier temps, et encore plus un manque de développement par rapport aux antagonistes féminins, et c'est vraiment dommage. Honnêtement, je crois que j'aurais jamais autant répété, c'est vraiment dommage, mais en soi, si on prend tout le développement des personnages dans cet arc, je trouve qu'au niveau des antagonistes, il nous manque réellement quelque chose, il nous manque de l'originalité, et c'est dommage, tout simplement, c'est dommage. Ensuite, on retrouve Boruto et ses amis qui sont toujours en train d'essayer d'affronter Garaga pour tenter de lui arracher son écaille inversée, et ils sont un petit peu au pied du mur parce qu'ils n'y arrivent pas, même avec l'aide d'Aoda. Et c'est Shikadai, forcément, qui va trouver un plan. Et ce qui est dommage dans ce plan, c'est que tout tourne autour de Boruto. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que au final, les autres, ils sont là pour faire de la figuration. Même Sarada, elle est là pour faire de la figuration. Et là encore, je vais râler, mais je trouve que le développement de Sarada laisse réellement à désirer. Autant, ok, ce serait juste la fille de Sakura avec un type lambda. Je comprendrais qu'ils font ça. Qu'ils fassent ça, pardon. Mais merde, c'est la fille de Sasuke. Il devrait y avoir quand même un développement plus intéressant, sachant que c'est une des dernières Uchiwa. Donc, je suis vraiment déçue par rapport à ça. Et là, en plus, le fait que le plan de Shikadai tourne que autour de Boruto, honnêtement, je suis encore plus déçue. Bref,
Par rapport à ça, par rapport à ce plan et à cet affrontement, Boruto va réussir par on ne sait quel tour rentrer dans l'esprit de Garaga. Donc maintenant, comment est-ce qu'il arrive à le faire? Est-ce que c'est par rapport à son œil? Est-ce que c'est par rapport à autre chose? Parce que honnêtement, cette conversation dans l'esprit de Garaga nous rappelle énormément les conversations qu'avait Naruto avec Kurama. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est possible entre deux personnes, un ninja et une créature qui peut-être sont liés, ou est-ce que c'est juste par rapport à une capacité due au ninja? Je ne sais pas, et j'espère qu'on va avoir la réponse à cette question dans l'épisode prochain. Bref, lors de cette conversation, donc on en apprend un peu plus sur Garaga, et on apprend donc qu'il a été trahi par un humain dans son passé, et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a une balafre et un œil crevé, et que donc c'est pour ça qu'il déteste les humains. Et par rapport à ça, Boruto va réagir et va essayer de lui redonner confiance dans les humains. Bon, c'est mal barré puisque Garaga reste sur ses positions et ne veut pas faire confiance aux humains, mais leur conversation va tout simplement être conclue par rapport à un marché qui va être fait entre Boruto et Garaga. Donc Garaga va devenir la créature à invoquer de Boruto, et tout ça pour que Garaga puisse assister au fait que Boruto va se faire démonter la gueule par Mitsuki. Voilà, en gros c'est ça. Ok? Donc maintenant, est-ce que le fait que Garaga devienne la créature que Boruto puisse invoquer, ça va être temporaire? Donc ça veut dire qu'à la fin de cet arc, hop, on s'enlève les mains, c'est terminé, Boruto l'invoque plus, et donc il lui rend sa liberté. Ou alors est-ce que ça va continuer comme ça tout le long? Et donc ça voudrait dire que là déjà dans la team 7, on a 2 ninjas qui sont capables d'invoquer les serpents. Et moi, là, tout de suite, j'ai une question, parce que si cette équipe 7 a techniquement la même destinée que la précédente équipe 7, techniquement, il pourrait avoir les compétences des sénines, des 3 sénines. Enfin, des 3 ninjas légendaires, quoi. Mais là, en l'occurrence, on se trouve un petit peu au pied du mur, parce que, donc, logiquement, le premier truc qu'on aurait pu penser, c'est que donc Mitsuki aurait l'entraînement d'Orochimaru, donc aurait le serpent, Boruto aurait le crapaud, et Sarada, la pauvre, aurait la limace. Enfin, la pauvre. Je dis la pauvre par rapport à Sakura, pas par rapport à Tsunade. Mais là, avec le fait que Boruto puisse invoquer Garaga, qui est un serpent, est-ce que ça va faire donc 2 membres de l'équipe 7 qui vont pouvoir invoquer les serpents, mais Sarada, sachant que c'est la fille de Sasuke, est-ce qu'elle aussi va invoquer les serpents et que ça nous ferait par exemple une team 100% invocation de serpents? Ce serait sympa, mais au niveau de l'originalité, ça laisserait indésiré. Et en plus de ça, l'héritage des 3 ninjas légendaires, il y en a plus, quoi. Parce que les 3 derniers, c'est Naruto, Sakura, Sasuke. Donc honnêtement, là, le développement, il est assez bizarre, même si je pense pas qu'ils vont prendre cette direction-là, et je pense qu'ils vont prendre la direction de la facilité, c'est-à-dire que Boruto, de façon temporaire, va invoquer Garaga, va invoquer le serpent, mais après, tout va redevenir à la normale, et donc Boruto va peut-être invoquer les crapauds, et Sarada va invoquer les limaces. Après, je sais pas. Honnêtement, là, le développement, il est assez étrange, et pour moi, honnêtement, la capacité des 3 ninjas légendaires, c'est une question aussi d'héritage. Et si ça s'arrête à Naruto, Sakura, Sasuke, il n'y a pas réellement d'intérêt, même si en soi ça n'a pas réellement été mis en avant. Mais encore une fois, si on observe un petit peu l'opening de cette saison, là le dernier opening quoi, eh bien on voit que Mitsuki est sur un serpent, donc il invoque les serpents, ce qui est logique puisque il se sert des serpents à l'heure actuelle. Donc ça nous laisse quand même penser qu'il va y avoir l'héritage des 3 ninjas légendaires. Mais après, quelle direction ils vont prendre là, surtout avec le fait que Boruto va invoquer Garaga, ou à moins que là on va nous prendre peut-être la solution de facilité, une autre solution de facilité, mais peut-être la double invocation, qui puisse invoquer d'autres créatures, et que le mode ermite c'est quelque chose à part. Enfin je sais pas, honnêtement je trouve ça assez ambigu, et c'est difficile de savoir réellement quel chemin ils vont prendre par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez par commentaire, dites-moi vos théories, parce que pour moi c'est assez flou. J'ai plusieurs idées en tête, mais c'est assez difficile de pouvoir tout placer correctement et de savoir réellement quel chemin ils vont prendre. Donc dites-moi tout ça par commentaire. Bref, Garaga devient la créature invocable par Boruto. Ensuite, donc, on a le droit enfin au Saint Graal après 2 à 3 épisodes, je ne sais plus, là de cet arc. C'est qu'on sait enfin ce que cache le serpent de Mitsuki grâce à l'ermite. Eh bien, c'est tout simplement... c'est bizarre parce que c'est assez ambigu, parce qu'on voit que Mitsuki les suit
suit les 3 antagonistes de son plein gré, mais on a l'impression quand même qu'il essaye, qu'il joue double jeu, puisqu'il va ordonner au serpent de, pendant un court instant, faire arrêter de battre le cœur du ninja afin de faire croire aux trois antagonistes qu'il est mort et donc qu'il a été tué par Mitsuki, et ensuite il va s'enfuir avec eux. Et au final, on ne sait pas réellement comment se placer. On a le cul entre deux chaises, comme on dit, parce que Mitsuki, pourquoi est-ce qu'il va suivre ces 3 antagonistes? Parce qu'en plus, apparemment, ces 3 antagonistes ont la réponse à une question de Mitsuki. Ce serait pour ça qu'il les suit. Mais ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'il aurait attaqué les gardes de Konoha. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Et en plus de ça, on voit bien que Mitsuki, il a quand même un petit peu de... Il a quand même de la raison, puisqu'il va quand même laisser un message dans le serpent pour Boruto. Et on voit bien qu'il a conscience de ce qu'il fait, il laisse quand même pas mal d'indices derrière lui, malgré le fait que il soit un traître à Konoha, là, à l'heure actuelle. Donc c'est assez ambigu, on ne sait pas comment se placer par rapport à Mitsuki, même si, au final, je pense que ça va être brodé bien comme il faut, et qu'après, tout va redevenir à la normale, parce que sinon, ça n'aurait plus aucune cohérence avec le manga Boruto, tout simplement, parce que ça c'est un arc inédit à l'anime, ça ne se passe pas du tout dans le manga, du moins là où moi j'en étais, ça ne s'est pas passé, donc je ne sais pas, je suis assez sceptique par rapport au développement, parce qu'au final c'est un événement qui se passe pour mettre en avant Mitsuki, mais ça n'aura peut-être pas forcément d'ascendance par rapport au développement futur, parce que tout va redevenir à la normale. Donc je suis un peu sceptique, je suis un peu mitigée par rapport à ce développement-là. Et donc on arrive à la fin de l'épisode, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez marqué, mais Garaga a libéré Shosho. Vous voyez, je vous l'avais dit que ce serait pas terminé pour Shosho, qu'elle mourrait pas, il le ferait pas. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont beaucoup trop sentimentaux, ces japonais. Bref, donc on arrive à la fin de l'épisode, et je vais tout simplement conclure sur cet épisode qui, pour moi, encore une fois, me laisse mitigée, parce qu'en soi, on est face à un épisode qui est très bien réalisé, qui a une très belle animation, meilleure que les 2 épisodes précédents, mais le développement de l'histoire en soi est intéressante, même si je ne pense pas que ça va aboutir à quelque chose d'important, ou du moins qui aura de l'impact par rapport à la série Boruto, par rapport à l'histoire Boruto, mais ce qui me laisse quand même assez mitigée, et voilà quoi, je suis vraiment sceptique, mais négativement pour le coup, c'est par rapport au développement des antagonistes qui, pour moi, laisse clairement à désirer, qui n'est pas assez poussé et qui manque d'originalité, et ça c'est bien dommage. Mais j'ai encore une fois de grands espoirs dans la série Boruto, et surtout dans la fin de cet arc. J'espère que ça va avoir quand même un dénouement qui va avoir de l'impact dans le récit de Boruto, et que ça ne va pas juste être là pour tout simplement faire quelques épisodes hors série le temps que le manga avance un peu plus, et qu'il n'ait pas à rattraper trop vite le scénario du manga. J'espère honnêtement, même si je n'ai pas grands espoirs là-dedans, mais ma foi, l'espoir fait vivre, comme on dit. Cette nouvelle review de Boruto se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et que l'épisode aussi vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire par commentaire. Likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine. Tchuss!